Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.3. Quels doivent être les contours du dialogue politique ? Quelles sont les conséquences positives ou négatives de l'appel au dialogue dans les coalitions politiques, les organisations patronales dans le cadre du dialogue économique entre l'État et le secteur privé ? Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit Abdoulaye Ndiaye, journaliste et formateur au CESTI, et Abdoulaye Diallo, ingénieur, spécialiste des télécommunications, écrivain et artiste peintre connu sous le pseudo de Le Berger de l'île de Ngor. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 7 mai 2023 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. 2023, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit donc Abdoulaye Ndiaye, journaliste qu'on ne présente plus au Sénégalais, formateur au CESTI, qui a fait les beaux jours de la télévision nationale sénégalaise, qui est connu comme étant l'un des meilleurs de la profession. Nous sommes aussi avec Abdoulaye Diallo, c'est deux Abdoulaye donc qui sont dans ce studio, Ndiaye et Diallo. Abdoulaye Diallo est aussi le berger de l'île de Ngor, écrivain, peintre, artiste qui est aussi avec nous, qui participe beaucoup au dialogue politique et surtout écrit beaucoup de contributions par rapport justement à la situation du pays. Nous sommes donc avec nos invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le dialogue politique a été lancé par le président Macky Sall. Il n'a certes pas encore démarré, mais l'image a circulé dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires. C'est cette rencontre entre le président Macky Sall et Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Habib Sy, lors du forum sur l'économie solidaire. Beaucoup de gens pensent que le dialogue a déjà commencé par rapport à cette image. Certains sont pour le dialogue, d'autres contre. Au niveau de Yewwi, l'opposition est un peu divisée. Certains sont pour le dialogue, d'autres pour la chaise vide. Abdoulaye, comment peut-on analyser, Abdoulaye Ndiaye, cette situation aujourd'hui ? Merci beaucoup Alassane et merci de m'avoir invité à cette grande émission que je suis tous les dimanches d'ailleurs. Il demeure évident, comme vous venez de le rappeler, le dialogue doit être un élément permanent dans une démocratie. Au fond, on n'incarne pas une valeur dans la formulation de ce qui fait la démocratie si on refuse d'installer les relations dans des relations de dialogue, c'est-à-dire les compromis nécessaires. Certains parleront même de compromis mous par moment. Et je ne trouve pas que l'on veuille s'attarder sur, je ne sais pas, des salam-alek qui ont eu des allures purement formelles, qui entrent dans une convenance normale, civile. Ensuite, dans le respect qui est dû à un chef d'État qui a un certain rang par rapport à des personnes qui peuvent le rencontrer et manifester un respect simplement. Aller au-delà de ça pour faire des supputations et des interprétations, ça me paraît quand même assez excessif. Est-ce que justement, c'est pas ça qui est extraordinaire ? Dans un pays normal, où des citoyens normalement doivent se parler, dialoguer, échanger, un chef d'État qui salue l'opposition, c'est doit être des choses normales dans des républiques. Que ça aujourd'hui, objet à interprétation, comme si c'était anormal qu'il y ait une rencontre comme ça. Est-ce que c'est pas un problème aussi ? Mais ça, c'est cette façon d'apprécier la particularité de notre pays, où tout se résume sur des approches très passionnelles, pour ne pas dire des approches qui se limitent simplement à vouloir juger quelqu'un, parce que vous l'avez vu, Alassane Samba Diop et moi, on peut avoir des rapports qui ne frisent pas quand même une adversité absolue. Nous sommes dans un petit pays qui s'appelle le Sénégal, où les gens peuvent se voir, se rencontrer et se parler. La preuve, par moment, dans certaines occasions, qui sont des occasions qui relèvent, si vous voulez, des nouvelles bonnes ou mauvaises, il nous arrive de nous retrouver et de nous rassembler et de nous parler. Mais donc, il faut nécessairement que les gens acceptent l'idée qu'un dialogue est possible. Seulement, il faut fonder le dialogue sur des principes qui sont des principes de respect, de sincérité et d'engagement à être ensemble pour ne se dire que la vérité. Je pense que c'est sur ça qu'il va falloir mettre l'accent. Mais en dehors de ça, tout ce qui paraît être résiduel, qui relève des approches qui ne sont pas vraiment des approches de fond, mais uniquement de surface, je pense que ça ne paraît pas être utile. Et aujourd'hui, ce pays devra évoluer. Nous sommes dans une démocratie qu'on a envie d'asseoir, de parfaire à chaque fois. Cela passe par des hommes. Et j'entendais un grand
homme d'État dire. Pour être un homme d'État, il faut qu'il y ait la rencontre d'un bon caractère, donc il faut être rempli de valeurs et d'un moment qui peut être un moment historique. Les séquences qui se suivent dans notre histoire sont des séquences où il faut faire évoluer la démocratie. C'est ce qui sont aujourd'hui dans l'espace public, qui font dans les rivalités politiques. Mais ils ne sont qu'une génération qui passera pour laisser la place à une autre génération. Pour la bonne et simple raison, il y a eu des générations avant eux. On le rappelle et on n'arrête pas de le répéter. L'histoire du président Senghor au président Diouf jusqu'au président Abdoulaye Wade, il a fallu qu'il y ait des ruptures et des constructions pour asseoir une démocratie qui évolue. Dans l'approche qu'on peut avoir des institutions, dans la manière dont on organise l'espace politique pour des débats qui soient des débats sains, dans la façon même que nous avons de voir comment s'établit l'arrivée au pouvoir de certaines générations par rapport à d'autres. Donc il faut que les gens reviennent à la raison et que l'on aille vers l'essentiel et que l'on ne se limite pas à faire des jeux de relations, des moments de passion qui nous font oublier ces moments, ce qui est réellement l'idéal pour pouvoir être dans un pays, le Sénégal, où nous tous, nous pouvons nous parler quand il le faut et avancer à mettre en place des valeurs que nous pouvons partager et qui servent à notre pays. Abdoulaye Diallo, certains membres de l'opposition estiment que ce n'est pas ni le moment de faire le dialogue, parce qu'on devait le faire depuis longtemps, qu'il y a eu des dialogues qui ont été mis en place qui n'ont pas donné grand-chose. Pour eux, à 10 mois des élections, dialoguer avec le président Macky Sall aujourd'hui, c'est encore tomber dans ces pièges. Bien, commencez d'abord par remercier les deux grands journalistes que vous êtes. Apprenti. Remercier mon oncle de sang pour m'avoir associé à ce moment de partage. Vous présenter toutes mes condoléances pour la disparition. Tout à fait, il fallait y penser. Merci beaucoup. Mamles Camara, Merci beaucoup. Cette immensité du journalisme. Et manifester aussi mon bonheur à être en face de mon homonyme Abdoulaye Ndiaye, qui ne le connaît pas dans ce pays, pour donc sa disponibilité, son professionnalisme et sa hauteur d'esprit. Tout à fait. Voilà. Maintenant, pour venir sur un petit peu le sujet qui nous amène ici, traiter du dialogue avec comme colonne vertébrale un petit peu la situation du moment, est chose très très importante et chose très intéressante. Et je vais tout simplement, avant d'arriver à cela, préciser qu'en dehors de l'artiste que je suis, tout ce qui intéresse la pacification de l'espace public m'a toujours passionné. Et je suis membre fondateur quelque part donc du mouvement alternatif citoyen Andounaoulé avec le ministre Abdou Fall. Et je suis le président du club Convergence Plurielle qui n'avait comme vocation que d'organiser des conférences autour de la pacification et tout dernièrement sur le vivre ensemble, ce qui nous paraissait aussi essentiel. Tout à fait. Et je suis aujourd'hui membre donc de l'initiative République et Démocratie. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis depuis un certain temps, disant que les choses ne vont pas. Il faudrait que l'on s'intéresse et qu'on parle un petit peu de cet appel au dialogue. Le dialogue est permanent chez nous. Qu'il s'agisse de la politique ou qu'il s'agisse de la gestion d'une famille, aujourd'hui, celui qui s'interdit de parler à différentes tranches d'âge, c'est-à-dire de parler à son épouse, à ses enfants et à ses petits-enfants, aura une famille très fortement, une famille qui vivra un petit peu dans le... Et le désordre n'a jamais aidé quelque chose à aller. Notre pays vit une situation particulière. Il y a 63 ans, nos aînés, nos pères, même opposés, avaient décidé de faire un choix. Le choix d'installer le Sénégal, de dire que le Sénégal devenait une république. On n'est pas né république, c'est qu'il y a 63 ans qu'on est devenu une république. Quand ils ont pris cette décision, c'était pour offrir plus de confort et plus de moralité au peuple sénégalais. Mais au-delà du choix de la République, ils ont choisi de faire de cette République une République démocratique. Donc, démocratique, là où le pouvoir politique procède de la communauté au service de laquelle donc il s'exerce. Donc c'est quelque chose de très 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 précis. Aujourd'hui, nous vivons un contexte assez particulier, deux types de contextes. Un contexte monde qui avance à un certain rythme. Et malheureusement, beaucoup de pays n'ont pas eu le temps de s'arrêter, de se poser, de se projeter et de mettre en place un certain nombre d'amortisseurs sociaux pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui.
c'est-à-dire la confusion entre d'hommes d'un genre particulier et d'hommes politiques réellement. Je dis, aujourd'hui, nous avons des hommes politiques, nous avons des provocateurs d'émotions collectives et nous avons des créateurs de faits. Ces créateurs de faits ont pour mission essentielle de dominer en se jouant des hommes et des événements. Donc, si nous confondons homme politique, quelqu'un qui n'a que le souci du développement de son pays, quelqu'un qui sait se projeter en se disant qu'en réalité, je ne vais pas rester vautré dans une situation présente. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord avoir conscience que je ne serai pas là demain, mais je voudrais que demain, mes descendants puissent effectivement retenir quelque chose de très fortement positif. Dans la prospective. Dans la prospective. Cela me paraît essentiel. Donc aujourd'hui, poser la question de savoir on va dialoguer, on ne va pas dialoguer, c'est un non-sens. Il y a 1000 raisons pour lesquelles nous devons dialoguer. Nous devons dialoguer parce qu'au bout de 63 ans de vie, les anciens nous ont permis d'avoir tous les attributs d'une nation. Nous avons un pays, nous avons un droit, nous avons un État, ça c'est clair. Nous avons une administration centralisée, nous avons des administrations qui s'occupent du social, qui s'occupent de ceci et qui s'occupent de cela. Donc tous les ingrédients sont aujourd'hui là. Mais une chose me paraît essentielle. Ces différents pays du monde, et ça il faudrait qu'on accepte de nous ouvrir les yeux, nous n'avons pas les mêmes parcours historiques. Nous n'avons pas la même variété des valeurs culturelles. Nous n'avons pas les mêmes richesses des expériences étatiques et nous n'avons surtout pas les mêmes particularités démocratiques. Nos particularités démocratiques sont de sorte que il nous faut et nous avons obligation de nous mettre autour d'une table pour réfléchir ou repenser le comment garantir l'approfondissement de notre démocratie. C'est ça. Maintenant, si nous tenons compte du contexte sous-régional, qui est serti d'incertitudes à caractère funeste, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de nous mettre autour d'une table partant du principe que nous avons aujourd'hui 2 grandes ressources qui s'annoncent et du fait de ce contexte sous-régional et de ces 2 grandes ressources qui s'annoncent, nous avons le droit de repenser comment mettre en place des institutions mieux adaptées à nos cultures et à ce que nous voulons pour notre développement économique, social et politique. Mais ceux qui pensent que l'appel au dialogue, c'est un piège. Et vous savez, moi, j'ai un problème. Lequel ? Mon grand problème, c'est qu'encore une fois, quand je parle à un homme que je considère être un homme politique, je peux aller dans la réflexion, aller dans la pensée, ne pas rester dans l'analyse et le calcul. L'homme politique, il est dans la pensée, il est dans la réflexion. Mais celui qui est un créateur de faits, il reste dans l'analyse et le calcul. Celui-là, il ne m'intéresse pas. Si celui-là me dit que dialoguer est un piège, honnêtement, j'ai tendance à ne pas l'écouter. Parce que ce n'est pas son ambition, ce n'est pas son objectif. Il est dans un calcul, et ce calcul n'est pas politique, forcément. Ce n'est pas politique. Alors, une raison supplémentaire pour dire qu'il nous faut justement dialoguer. Le Sénégal que nous avions connu, nous, enfants nés avant les indépendances, nous qui avons eu la chance d'avoir grandi avec des hommes politiques, même s'ils sont opposés, s'ils étaient opposés, nous ne pouvons pas comprendre qu'on refuse de dialoguer à un moment où tous les partis politiques ont une réalité risquée. Tous les partis politiques nous gavent à longueur de journée d'une certaine monoculture de l'agressivité. Un élément suffisant pour qu'on se mette autour d'une table pour redéfinir ou redonner des contenus à ces partis politiques, voir la légalité de leur existence ou de leur non-existence, voir s'ils sont dans les règles qui font qu'on peut continuer à les maintenir ou pas les maintenir. Ça, c'est suffisant comme élément de négociation. Quand on est dans un pays où la provocation d'émotions collectives a pris le dessus
Sur la raison. Sur la raison. Je dis que nous devons nous mettre autour d'une table parce que quand même ne perdons jamais de vue que nous, quand nous nous adressons à ce peuple qui effectivement a un âge moyen médian de 20 ans, nous nous adressons à nos petits-enfants ou à nos enfants les moins âgés. Nous avons un devoir de vérité par rapport à cela. Donc, nous ne pouvons pas ne pas nous mettre autour d'une table de discussion parce qu'on a malheureusement, on a de moins en moins d'hommes politiques. Maintenant, quand on est face, et ça c'est encore beaucoup plus dangereux, à des créateurs de faits, et nous le vivons tous les jours, on crée un fait particulier, on surfe là-dessus, et on se joue des hommes et des événements, le temps que cela dure, pour passer à un autre fait. Mais je dis, c'est une autre raison, une raison suffisante pour aller vers le dialogue. Maintenant, si nous voulons très sincèrement nous projeter sur la 5e conscience historique, parce que ça, nous ne pouvons pas l'éviter. J'avais l'habitude de dire à un certain moment, mais vous savez, les artistes, quand ils sont un petit peu échauffés, ils voyagent loin et ils disent ce qu'ils ont envie de dire. J'avais pendant un moment l'impression que nos politiques ont en tout cas été out of history. Parce que le monde évolue d'une certaine manière depuis plus d'un demi-siècle. Et nous sommes restés sur des concepts totalement anciens. Aujourd'hui, la situation voudrait, très sincèrement, que l'on se mette dans cette prospective-là, pour plusieurs raisons, pour pouvoir être demain de ceux qui auront à participer à la construction du futur, tout en gardant notre singularité. Mais nous devons nous inscrire dans cette prospective parce qu'il est dit que le Sénégal dispose d'un potentiel énorme de gaz et de pétrole, ne serait-ce que voir comment faire pour que ces deux ressources-là, sur au moins un demi-siècle, puissent profiter au maximum à ce pays, mais ceux-là qui ont l'ambition de nous gouverner, ceux-là qui ont l'ambition demain d'être nos patrons, ne peuvent pas, sous quelques prétextes, et il n'y a pas de prétexte que des problèmes d'ego, dire qu'ils ne vont pas dialoguer parce qu'il y a un piège. Le dialogue ne se limite pas à 2024. Il ne s'agit pas d'aller discuter tout simplement de qui doit être candidat, qui n'est pas candidat. Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui en dispose, qui le fera. En dehors du Conseil constitutionnel, ce sera le choix du peuple. Mais aller discuter de l'avenir du pays, aller discuter du demain du pays, aller discuter de comment travailler ou comment œuvrer pour qu'il y ait paix et stabilité, mais ça, c'est d'abord le rôle à ceux-là qui sortent et qui disent qu'ils veulent être les patrons du pays de demain. Oui, mais si aujourd'hui une frange de l'opposition la plus représentative dit qu'elle ne veut pas dialoguer, qu'elle pense qu'à moins de 10 mois de l'élection présidentielle, ce n'est pas la peine de dialoguer, c'est un piège qu'on a mis en place, et que le pouvoir a toujours appelé au dialogue quand il est dans des positions difficiles ou bien inconfortables, que c'est juste encore du bluff. Je crois que ça tient simplement du type de message qu'on peut entendre. Et ça renvoie à ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qui fait qu'il nous faut partager des valeurs pour s'entendre sur ce qui peut être essentiel. C'est vrai que la politique, c'est l'art parfois de faire des compromis quand c'est nécessaire, et c'est l'art également d'être dans des postures de méfiance ou même de défiance quand c'est nécessaire. Et l'histoire a montré que à chaque fois que nous sommes dans une année électorale, il y a des jeux de rapports établis souvent sur une méfiance des uns aux autres. Résultat des courses, on est obligé de revoir les modes de discussion, d'établir un peu ce qui se cache derrière l'envie, coûte que coûte, de mettre en place des réformes qui vont accompagner ce qui sera possible à l'élection. Ça ne date pas de maintenant, de tout le temps, il en a été souvent ainsi. Mais il faut qu'il y ait de bons gentlemen pour pouvoir discuter et accepter l'idée d'être d'accord et de faire avancer la démocratie. Au fond, c'est ça l'idéal. Et c'est une responsabilité qui est aussi bien partagée par ceux qui incarnent le pouvoir aujourd'hui et qui ont tout intérêt à créer des espaces de rencontre et de dialogue pour asseoir davantage l'État, davantage les ambitions de l'État et montrer qu'on gouverne, mais on a une certaine ouverture qui permet de savoir que demain d'autres pourraient gouverner à notre place. Il y a également que ceux qui sont dans l'opposition, il y a
un certain mûrissement qui devient nécessaire pour comprendre que quand on aspire, comme l'a dit mon homonyme Abdoulaye, quand on aspire à gouverner un pays, on est également quelqu'un qui doit lâcher par moment, comme dirait l'autre, un peu de laisse et se retrouver sur la position de pouvoir discuter. Parce que la discussion, elle est un élément central qui fait évoluer le pays. On ne discutera pas seulement pour parler justement des formes à mettre en place pour qu'il y ait une élection, mais on discutera pour qu'après l'élection, qu'il y ait quand même un Sénégal qui va évoluer dans une perspective qui peut être une perspective nouvelle ou une perspective améliorée. Donc la méfiance, elle sera toujours là, mais bon, il faut essayer de l'enjamber et se retrouver et parler sur un ton de sincérité et que ceux qui gouvernent se disent que nous n'avons rien à camoufler et que nous avons envie simplement de faire avancer le dialogue qui est un élément important dans une démocratie. Nous avons envie de résoudre les contradictions par l'approche d'une discussion pour l'intérêt du pays qui implique tout le monde et qui permet de faire avancer le pays dans des perspectives nouvelles et heureuses. Abdoulaye l'a dit, nous sommes à la veille d'entrer dans une nouvelle révolution industrielle par l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais bien des idées vont devoir surgir de partout. Au fond, ce n'est pas simplement une affaire de gouvernance appartenant à un groupe par rapport à un autre groupe. Les savoirs, les éléments qui peuvent permettre de projeter ce que sera cette révolution industrielle et économique dans notre pays, ces savoirs appartiennent à toutes les franges de la population, aussi bien des gens qui peuvent être dans l'actuelle majorité que ceux qui peuvent être dans une opposition. Donc à partir de ce moment-là, il faut que les gens en parlent. Et je pense que c'est ça qui est un élément essentiel. La méfiance sera toujours là, mais il faut que de part et d'autre, on essaie d'harmoniser un peu les propos, de partager un certain nombre de valeurs qui nous permettent de pouvoir discuter sainement. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit Abdoulaye Ndiaye, journaliste et formateur, Abdoulaye Diallo, artiste et écrivain. Abdoulaye Diallo, l'opposition a mis en place et réfléchi pour elle, le cassis belli, le nœud gordien, c'est le troisième mandat dont on parle. Elle estime que le président Macky Sall est toujours dans le flou, ni oui ni non, qui ne savent pas exactement ce qu'il veut faire, même si au niveau de Benno Bokk Yakaar, ses partisans sont en train de le pousser à chercher ce troisième mandat. Eux, ils considèrent que c'est un deuxième quinquennat. C'est une question de formule. Elle pense que, puisqu'elle estime que Macky Sall ne doit pas se présenter, donc il faudrait que cette question soit clarifiée avant qu'il y ait dialogue. Aller au dialogue est une nécessité, il faudrait qu'ils y aillent. Personne ne pourra leur faire dire à table ce qu'ils n'ont pas envie de dire, personne ne pourra leur faire faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ce qu'ils disent dans la rue, qu'ils aillent le dire devant ceux qui seront autour de cette table. Maintenant, est-ce qu'il a droit, est-ce qu'il n'a pas droit? Je ne suis pas outillé pour faire une appréciation juridique. Nous avons un conseil constitutionnel. Aujourd'hui, nous n'avons que des candidats à la candidature. Mais bon Dieu de bon sang, ne soyons pressés. Attendons les dates fixées par cette constitution, que je sache. Quelqu'un qui est élu, il jure sur une constitution. On ne jure ni sur la Bible, ni sur le Coran. On ne jure pas sur les valeurs traditionnelles. Laissons les termes arriver. Ceux qui voudront réellement confirmer leur candidature à la candidature le feront. Le Conseil constitutionnel, qui est un démembrement d'une institution, prendra la décision par rapport au droit. Si le Conseil, imaginons que le président Macky Sall, le moment venu, dise haut et fort que je veux être candidat, pour quelque raison que ce soit. Mais cela n'est pas suffisant pour dire qu'il est candidat. C'est le Conseil constitutionnel qui va valider ou invalider. Mais faisons confiance à ces Sénégalais comme nous, qui ont une compétence que nous n'avons pas et que nous avons mis à leur place. Si le Conseil constitutionnel valide, nous laisserons le choix au peuple de décider de qui sera le premier magistrat du pays le 25 février 2024. Maintenant, si ça
la demande de candidature est invalidée par le Conseil constitutionnel, mais le problème est derrière nous. Ceux qui seront en liste vont tout simplement battre campagne et les Sénégalais choisiront leur président. Mais pourquoi vouloir faire dire au Conseil constitutionnel ou à un homme, soit-il le chef de l'État, quelque chose qu'il refuse de dire, lui, aujourd'hui? Pourquoi vouloir coûte que coûte imposer à Jean de dire que je m'appelle Pierre? C'est pas possible. C'est pas possible que ceux qui veulent être candidats demain continuent à rester dans leur pré-campagne, qui est un hors-d'œuvre en fait, une campagne électorale. Qu'ils aillent nous parler de leur programme demain de gouvernement, qu'ils nous parlent du pays pour l'amour du ciel, qu'ils nous disent ce qu'ils ont l'intention demain de faire pour ce Sénégal-là, ou d'offrir au Sénégal, ou d'offrir aux Sénégalais. Les Sénégalais ne vivent pas de troisième mandat ou sans troisième mandat, deuxième quinquennat ou sans deuxième quinquennat. Laissons le soin à ceux qui sont là pour apprécier, le soin d'apprécier, faisons-leur confiance. Oui, mais il y a quand même l'expérience de 2012. Abdoulaye Wade a posé sa candidature qui a été contestée par l'opposition, il y a eu des manifestations, validé par le il y a eu des morts, même si elle a été validée après par le Conseil constitutionnel, que les gens sont partis faire campagne. Il y a aussi les déclarations du président Macky Sall, qui a toujours dit, oui, c'est mon dernier mandat, même écrit dans son livre, et tout ça du point de vue de l'appréciation sur le plan moral. Oui, je pense que tout ça pose un problème qui est simplement ça envenime un peu l'espace, et que de part et d'autre, il y a des attitudes qui sont des attitudes qui ne contribuent pas à apaiser, si vous voulez, l'espace politique. Et je pense que ce qu'il faut, c'est d'arriver à nous dire qu'il faut trouver des solutions qui puissent permettre d'envisager l'apaisement de l'espace politique. Quelles que puissent être les décisions qu'il faudra prendre, les mobilisations qu'il faudra faire, les positions qu'il faudra avoir de part et d'autre, rien ne sera possible tant qu'il n'y a pas un apaisement de l'espace politique. Comment l'apaiser? Alors c'est sur ça que, justement, c'est à ce niveau-là que le dialogue devient un élément important, où on pourra tous se dire, y compris les points sur lesquels on n'est pas du tout d'accord et pour lesquels, de l'opposition ou du pouvoir, on va avoir une prise de position directe où on prendra l'opinion à témoin. Je pense que ça... Mais dans les coalitions elles-mêmes, il y a déjà dans les coalitions, certains sont d'accord pour le dialogue, d'autres ne sont pas d'accord pour le dialogue. Je dis que ça, également, c'est le jeu politique interne qui fait ça. Parce que la politique, quand même, c'est l'art de trouver parfois les moyens de contourner certains trucs et de créer de nouvelles forces, ou même parfois d'avoir des positions radicales qui peuvent aider à marquer votre originalité, ou en tout cas votre position qui peut être celle d'un personnage qui a une démarche claire dans ce qu'il fait. Mais est-ce que dans cette crispation politique de part et d'autre, aussi bien pouvoir et opposition, on pense aux Sénégalais qui se réveillent le matin pour chercher à manger, qui se réveillent là de Guédiawaye ou de Pikine pour aller en ville, chercher 100 francs, 500 francs pour envoyer sa famille par Wave, pour faire bouillir la marmite? Mais c'est un vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de prendre en compte les préoccupations des Sénégalais et de se rendre compte que nous sommes dans une société traversée aujourd'hui par un certain nombre de problèmes. Ces problèmes tiennent du fait que les Sénégalais attendent beaucoup et n'ont envie que d'avoir les possibilités pour chaque Sénégalais de survenir à ses besoins. Et que l'espoir devrait être de leur dire, voilà le parcours que nous allons avoir les uns les autres, voilà les moyens que nous allons essayer de trouver pour faire permettre aux Sénégalais. Tout ne peut pas être parfait. Nous sommes un pays en voie de développement, même si nous aspirons à devoir passer de cette phase pour être dans une phase où il va y avoir des richesses, il va y avoir de la croissance à partager. Mais tu dis qu'aujourd'hui, les gens attendent à ce niveau. Et je pense que les politiques de tous bords sont interpellés par rapport à ça. Il y a des problèmes qui tiennent de l'élection, qui tiennent du respect de ce que la Constitution prévoit, qui tiennent du rôle dévolu aux différentes instances qui régulent, organisent ou apportent des décisions définitives pour l'organisation des élections. Ça, c'est un aspect important de notre vie, mais elle ne résume pas notre vie. Ces différentes strates ne résument pas notre vie. Il nous faudrait aller au-delà de ça. Mais tout cela n'est possible, Alassane, que si on arrive à apaiser. Cela n'est possible que si les gens parlent et s'entendent. Rien n'est tabou. Mettons tout sur la table et discutons. Ce qui est en conformité avec la Constitution, ce qui ne l'est pas,
ce qui interpelle les chargés d'appliquer les éléments contenus dans la Constitution, ce qui peut identifier le profil des différents candidats et de la manière dont on aura à avoir des élections qui vont être apaisées et qui permettront aux Sénégalais de se définir librement et de faire un choix sur l'homme ou la femme qu'ils auront pensé être celui qui peut porter leur espoir. Je pense que le problème, il est à ce niveau. Pourquoi ce n'est que dans notre pays, et même peut-être dans d'autres pays africains, où l'on s'attarde à pouvoir mener une discussion avec une responsabilité partagée, une discussion qui évolue au point que nous oublions parfois ce qui aurait pu être des éléments de réflexion essentiels et qui auraient permis des éléments d'identification avec l'attente des populations. Il nous faut aller vers ça aussi. Parce que quoi qu'on puisse dire, dans un an, dans moins d'un an, dans quelques mois, une élection aura lieu. Elle aura lieu, cette élection. Dans quelles conditions? Mais justement, c'est pourquoi il faut apaiser pour que ça soit dans de bonnes conditions, où ceux qui sont à l'intérieur de ceux qui sont candidats à ces élections participent à être des candidats qui sont à l'intérieur pour le programme qu'ils ont, pour la reconnaissance que nous devons avoir à leur égard, pour ce que la loi a prévu pour que ces mêmes personnes deviennent des candidates ou arrivent à pouvoir apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais. Oui, on a l'impression d'une crise de confiance entre les acteurs de politique et même entre les acteurs de la société civile. On a l'impression que chacun pense que l'autre lui tend un piège, que chacun pense que chacun fait des choses en fonction de ses propres intérêts. Et dans tout ça, les Sénégalais là, qui tous les jours essayent de s'en sortir, est-ce qu'on pense à eux? Mais disons que je ne pense pas qu'ils puissent rêver avoir l'intention de nous diriger sans penser aux citoyens sénégalais. Maintenant, nous vivons une situation assez particulière. La situation assez particulière, j'ai l'habitude de dire à mes petits-enfants qui m'interrogent souvent là-dessus, écoutez, le Sénégal a quand même 63 ans d'âge. La République, j'entends. La République a 63 ans d'âge. À 63 ans, le prophète Mohammed avait quitté cette terre. À 63 ans, on est considéré comme un vieillard. C'est donc dire qu'aujourd'hui, notre pays est sénescent. Donc, voilà, un petit peu vieux. Et a tendance à vouloir aller vers une société nouvelle. Une société nouvelle du fait déjà des ressources annoncées. Mais toute transition d'une société d'un certain âge à une société nouvelle présente un certain nombre de dangers. Comme l'a dit Antonio Gramsci, voilà. Entre l'ancienne société et la nouvelle, il y a toujours des possibilités qui démontrent. Il y a donc c'est un petit peu normal, mais je dis que tout compte fait, et je crois que dans un de mes papiers, je disais que le mouvement ne changera pas en 2024. Il y a beaucoup de bruit, le Sénégalais est assez frileux, le Sénégalais, certains, beaucoup vivent mal. Mais si, lors de ce dialogue-là, les uns et les autres essaient de photographier la parole parlée du peuple, même si le peuple est subjectif, mais chacun son peuple, et que chacun vienne avec ce que la partie du peuple lui aura confié, je crois qu'on pourra trouver des terrains d'entente. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, on le disait tout à l'heure, c'est aller vers des élections apaisées. L'objectif, c'est quoi? C'est, j'ai bien aimé le papier de Diop Decroix qui nous rappelle que le Sénégal est le seul pays francophone en Afrique qui n'a jamais connu de gouvernement non constitutionnel. Ce qui est important, c'est conserver notre première richesse. Le Sénégal reste quand même le seul pays au monde qui comptabilise plus de 3 siècles et demi de stabilité politique. Ce qui est important, c'est nous souvenir, faire appel à nos parcours historiques pour nous rappeler que nous avons appartenu à une dynastie qui était le royaume du Ngalam et qui avait quand même à son actif plus de 1000 années de stabilité malgré toutes les difficultés rencontrées au VIe siècle par les esclavagistes arabes jusqu'au XVIIIe siècle par la colonisation. Mais si on a gagné tout ça, c'est parce qu'en réalité les gens se parlaient, ils se concertaient. Mais on a l'impression que la jeunesse actuelle n'est pas dans ces schèmes de pensée. Mais il faut justement
inviter cette jeunesse qui reste dans la défiance. Il faut que cette jeunesse sache que la défiance est frileuse. Il faut que cette jeunesse sache qu'il lui faut déconstruire la rivalité. La rivalité n'a jamais mené à quelque chose d'intéressant. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont interdépendants. Si cette interdépendance entre les Sénégalais ne se fait pas de la manière la plus forte et la plus sincère, mais nous ne bougerons pas, nous serons toujours des dominés. Il nous faut sortir de notre coquille, effacer nos égos, quitter le monde de la défiance pour justement nous dire, nous sommes un peuple, nous sommes du même sang, nous sommes tous copropriétaires des richesses de ce pays-là. Il nous faut maintenant utiliser la source de nos vertus pour ensemble construire un pays qui nous maintiendra dans une certaine fierté et qui nous permettra demain de sortir du statut peut-être du dominé pour aller vers un statut de pays qui signerait dans le cadre de l'équilibre des avantages avec les uns et les autres. Oui. Dans ce dialogue, quelle doit être la place des organisations patronales dans le secteur privé du Sénégal? Ils constituent un maillon important, car aujourd'hui dans ce pays, c'est surtout les acteurs économiques qui doivent être apparents, avoir la parole. Vous vous rendez compte, 80% du tissu économique appartient aux petites entreprises, PME comme on les appelle. Ensuite, il y a une autre partie qui appartient à des entreprises à taille beaucoup plus élaborée. Et c'est eux ces patrons sont les pourvoyeurs de la richesse à partager. Quand on parle de croissance, ce n'est pas que les actions que l'État mène, les orientations qu'il donne à sa politique, mais c'est aussi le relais et la forte présence dans le secteur privé de ceux qui mènent des combats pour relancer les secteurs qui sont les secteurs porteurs, agriculture, industrie, tourisme, services et autres. Donc ceux-là ont un rôle et ont une place très prépondérante dans ce qui doit être le débat politique. Ils ne doivent pas être de grands oubliés. On ne peut pas réformer un État, asseoir une perspective de développement économique si on ne tient pas compte de ceux qui sont les véritables pourvoyeurs et d'emplois et de moyens qui vont illustrer la richesse à partager. Mais dans les faits, on a l'impression qu'on parle plus de politique, d'économie, que même les patrons, les chefs d'entreprise disent que l'État ne leur prête pas une oreille attentive par rapport aux préoccupations. Non, c'est parce qu'il y a un engouement tellement politique, il y a tellement une surpolitisation dans nos espaces, au point qu'on oublie que la politique n'est qu'un aspect et que ce qui doit être prédominant, ou en tout cas le couple qu'il faut réussir, c'est politique et économie. Mais aujourd'hui, la forte politisation de notre espace fait que les grands entrepreneurs, les grandes entreprises ne semblent même plus, de plus en plus, être des éléments visibles de notre espace public. Et mieux, si aujourd'hui les Sénégalais se rendent compte qu'il y a une inflation réelle, s'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le prix des denrées de première nécessité semble de plus en plus augmenter pour des raisons qui sont haines, c'est parce que aujourd'hui, on ne leur tient pas le discours de la participation par le biais des grandes entreprises qui peuvent faire de l'offre ou qui vont participer à établir de nouvelles trajectoires économiques qui permettent aux Sénégalais de se retrouver. La croissance à elle seule, il peut être un chiffre, mais il ne reflète pas la bonne participation de tous les Sénégalais, en tout cas le partage par rapport à tous les Sénégalais de cette croissance. Il est un indicateur simplement. Mais les acteurs économiques, par contre, ils sont à des niveaux différents et ils sont à des secteurs qui participent à donner vie aux Sénégalais par l'emploi, par les offres de produits. Je pense que ceux-là ont quand même une place prépondérante. Et si pendant un temps, on avait oublié un peu la politique au profit uniquement des questions purement économiques, si on avait oublié la politique, qu'elle soit politicienne ou la politique d'agitation, au profit de l'intérêt porté sur les acteurs de notre économie à tous les niveaux, des jeunes qui sont dans de petites entreprises de relance, les startups comme on dit, que ce soit ceux qui vont dans des entreprises moyennes et même les entreprises familiales et autres, si on s'était un peu focalisé sur ça et les mettre en premier plan, les rendre visibles et voir ce qu'ils peuvent apporter, je pense qu'on aura eu quand même une bonne respiration qui nous permettra de créer un système de mobilisation autour de ça. Il y a une grande peur des chefs d'entreprise par rapport à la situation
du pays. Les chefs d'entreprise ont peur en disant qu'il y a une incertitude par rapport à ce qui va se passer dans ce pays. Aussi bien les investisseurs extérieurs que ceux qui sont en interne. Chacun semble se dire, mais écoutez, c'est assez inquiétant ce qui se passe dans ce pays. Est-ce qu'on doit investir, qu'on ne doit pas investir? Et ensuite, ils reprochent à l'État aussi de ne pas souvent leur donner une oreille attentive. Je voudrais les rassurer, je voudrais réellement pouvoir les rassurer. Il ne se passera pas grand-chose. Je dis encore une fois que le mouvement ne changera pas en 2024. Le Sénégal restera ce qu'il est et on avancera. Mais si vous avez de l'argent, vous voyez là, les choses se dérouler, s'il y a des manifestations qu'on casse, mais écoutez, mais vous n'investissez pas. Non, ces manifestations n'ont quand même pas bloqué le fonctionnement de nos institutions. Il y a quand même des Sénégalais qui ont des boutiques, des petites TPE, mais qui ont des victimes. Oui, c'est très très gênant qu'ils soient victimes, qu'ils perdent quelques affaires. Bon, ça, les responsabilités seront situées un jour et peut-être que des moyens de compensation seront faits. Mais par rapport au patronat, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même nous sommes dans un pays de presque 17 millions de personnes. Peut-être 22 millions avec le chiffre bon, voilà, tout récemment. Il y a à peu près 1 500 000 salariés au maximum au Sénégal, donc une partie dans la fonction publique, l'autre partie dans le secteur formel. Et il y a plus de 3 millions de Sénégalais qui appartiennent en fait à ce secteur dit informel et l'artisanat. Sont-ils des patrons? Ne le sont-ils pas? Sont-ils concernés? Ne le sont-ils pas? Moi, je pense qu'il faudrait que l'on reconsidère la notion de patronat. Si patronat, c'est quelqu'un qui investit, qui emploie, qui paye des impôts, des taxes et qui participe, qui contribue au développement de son pays, ce secteur informel doit aussi être très fortement associé à la réflexion. Ça me paraît quand même essentiel. Maintenant, ce qui est important dans la vie, encore une fois, et ça c'est l'avenir du monde qui se joue comme ça, il faut que les uns et les autres comprennent que seul on ne peut pas faire grand-chose. Nous sommes obligés, quel que soit le secteur d'activité, d'être en partenariat avec un ou deux ou trois ou quatre autres. D'accord, mais de façon concrète, quand il y a une manifestation, l'État sort, la soldatesque, derrière les policiers sont dans les rues. Les Sénégalais, eux, qui vendent avec leurs ambulants, ils ne peuvent plus travailler. Les Jakarta ne circulent pas, les Carapés ne circulent pas, les gens n'arrivent pas à aller chercher la dépense quotidienne. Ils sont impactés par ces manifestations. C'est clair, c'est même une évidence. Mais bon, une manifestation, depuis que le monde est monde, se passe comme ça, c'est des journées de perte. Maintenant, si on était un pays fort économiquement et fort financièrement, peut-être que l'État aurait pu ou pourrait trouver des moyens de compensation. Mais pourquoi pas penser compensation et ne pas penser sanction du ou des responsables de ces manifestations? Il faut les deux. Il faut que les Sénégalais comprennent qu'on ne peut pas développer un pays dans ces conditions. On ne peut pas passer sa vie à appeler à la manifestation et dire après à celui qui doit rétablir l'ordre que vous ne devez pas rétablir l'ordre. Cela n'est pas possible. On ne peut pas voir que d'un œil cette histoire-là. Il faut que les Sénégalais cessent ou qu'ils prennent conscience, en tout cas ceux qui veulent nous gouverner demain, qu'appeler à une manifestation peut avoir des conséquences fâcheuses sur ces populations-là qui iront voter. Imaginons plus grave qu'en fait que celui qui perd en fait des denrées, que celui qui perd en fait sa machine. Mais comment voyez-vous deux jeunes qui ne se sont jamais rencontrés dans la vie, qui ne se connaissent pas du tout, qui sont du même âge, qui se rencontrent pour la première fois dans la rue et qui se tapent dessus au point de laisser un œil ou de laisser une jambe dans cette histoire? Nous étions en politique, nous avons été militants. Nous avons milité à côté de grands hommes comme Cheikh Anta Diop et comme Babacar Dieng Khali. Mais ces derniers, ce qu'ils nous disaient en première leçon, ils s'adressaient à nos parents pour leur dire que Dieu fasse que je ne vous renvoie jamais votre fils avec un œil en moins ou avec un bras en moins ou avec une jambe en moins. Mon vœu, c'est d'abord faire de sorte que vos enfants, ceux-là que vous me confiez pour qu'ils militent avec moi, repartent avec des cerveaux bien meublés pour pouvoir s'arracher demain de la misère et de la pauvreté. Ça, c'est le rôle d'un homme politique. C'est le rôle de quelqu'un qui ambitionne pouvoir gouverner demain. Faire de sorte que ces militants
et des cerveaux bien meublés au point de s'offrir la possibilité de s'arracher de la misère et de la pauvreté. Mais il ne va pas inviter ses militants à aller détruire les biens d'un autre, sous prétexte de manifestation ou sous prétexte que celui qui est dans le camp opposé fait de sorte que, etc., etc. Je ne vais pas revenir dans les détails parce que je n'aime pas trop citer les noms. Mais je dis encore une fois, il faut que cela cesse. On peut manifester autrement. Qu'ils aillent au dialogue et qu'ils disent ce qui ne les convient pas. Et qu'ils prennent le peuple à témoin. Ça, c'est une belle manifestation. Mais pendant ce moment, l'économie en souffre. L'économie en souffre et ça rejoint ce que j'ai dit tantôt. Il est évident qu'il y a un certain nombre de dossiers politico-judiciaires qui peuvent contribuer, si on y trouve des solutions définitives, à apaiser l'espace public. Et il demeure évident que tant qu'il y aura ces problèmes qui continueront d'exister, l'espace public sera perturbé et par voie de fait, ceux qui mènent des activités commerciales, des activités qui leur permettent de pouvoir survivre ou vivre au jour le jour, vont être les premières victimes. Donc je pense qu'il faut, c'est pourquoi d'ailleurs ce dialogue dont on parle, je pense qu'aurait pu être un espace où on mettra sur la table toutes ces questions. On mettra sur la table toutes ces questions, où on envisagera également des solutions par rapport à ça. Et je crois que c'est cela qui est l'élément dominant. Mais qu'est-ce qui explique de Senghor à Abdoulaye Wade, il y a eu toujours des passerelles de discussion, des consensus forts qui ont été trouvés. Mais aujourd'hui, entre Macky Sall et son opposition, on a l'impression qu'on n'est plus dans l'adversité politique, qu'on est dans un autre palier. Mais justement, c'est ça le grand mal. Il faut revenir à l'adversité politique, éviter les embrasements possibles. Je dis qu'il n'y a pas, ce n'est pas une fin en soi, ni une finalité absolue que l'on aspire ou qu'on incarne un pouvoir. L'histoire l'a montré. À chaque fois que l'on a incarné le pouvoir pendant un temps, c'est pour aussitôt après le transmettre à une autre génération, à une autre personne et aller faire autre chose. À chaque fois qu'on a aspiré à incarner le pouvoir, c'est avoir des réussites ou des échecs par rapport à cette ambition. Ainsi va le monde, comme dirait l'autre. Mais à partir du moment où on transfère ces rapports qui auraient pu être des rapports de convenance, on les met sur le terrain de l'adversité absolue. Mais la compétition politique, elle n'est pas une adversité politique. Elle n'est pas une adversité absolue. La démocratie, c'est le système qui garantit la possibilité à chacun de pouvoir aspirer à gouverner ou à avoir des fonctions de commandement, mais c'est aussi l'art de pouvoir discuter en conformité avec ce qui fonde les valeurs, comme je l'ai dit, et qui permet de pouvoir faire avancer un pays. Mais faire avancer un pays, il y avait un dialogue qui était instauré même dans les partis politiques. On avait, avant les écoles de partis, où il y a une transmission de savoir. Aujourd'hui, on a l'impression que les partis politiques ne s'occupent plus de ça, que la formation se fait via les réseaux sociaux. Et en réalité, il y a de moins en moins de partis politiques. Si vous voyez ce qui se passe autour de nous, quels sont les partis politiques qui tiennent réellement leurs instances? C'est Epsilon. Y compris les partis au pouvoir. Rarement. Bon, quels sont les partis politiques qui tiennent le congrès? Il n'y en a presque pas. C'est-à-dire que si on restait dans la rigueur du principe, 80% des partis politiques reconnus officiellement disparaîtraient. Ça, c'est clair. Donc, maintenant, la règle principale est la règle première de la démocratie. Et ça, il faudrait quand même qu'on l'accepte et qu'on le vive. On vous donne des droits inviolables. Mais ces droits, pour être inviolés, exigent de vous une fidélité inaltérable au devoir. Cela est fondamental. Si ceux-là qui aspirent à être les premiers magistrats de ce pays-là sont ceux qui se fichent totalement, excusez-moi l'expression, du devoir citoyen et qui exigent tous les droits, mais ils n'ont rien compris à la démocratie. Qu'ils changent de société politique à partir de ce moment, qu'ils nous proposent des monarchies électives ou ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne nous parlent plus de démocratie. Comme disait ce grand professeur Souleymane Bachir Diagne, ce qui nous sépare de la jungle, ce sont les institutions de la République. Mais vouloir systématiquement passer sa vie à mettre en cause ces institutions
et avoir l'ambition de nous gouverner demain, mais j'ai dit, c'est nous raconter des histoires. Ça n'a pas de sens. Il faut que l'on dise les choses comme elles se présentent. Ce pays, pour l'instant, n'a encore rien perdu. Le dialogue, je crois qu'il y a un décret présidentiel qui a instauré un dialogue national tous les 28 du mois de mai. Mais c'est quand même une première dans ce Sénégal-là. En parlant des coalitions, s'il y a une coalition qui a bien fonctionné, en tout cas qui a le plus duré dans le temps dans l'histoire politique du Sénégal, c'est cette fameuse coalition Benno Bokk Yakaar, qui a aujourd'hui 12 ans d'âge. Et il n'y a pas de problème majeur, même si on sait que dans les coalitions, c'est tout simplement un problème de jeu d'intérêt politique. Voilà, ça se défait au gré du temps. Mais bon, voilà. Donc je pense qu'il nous faut revenir à l'essentiel. Nous avons choisi d'être une république démocratique, qu'on reste dans la rigueur du principe, dans la démocratie et dans sa signification. Voilà, malheureusement, le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à Abdoulaye Ndiaye, journaliste et formateur, qu'on ne présente plus aux Sénégalais, qui a formé des générations de journalistes au CESTI. Avec un plaisir que nous l'accueillons aussi dans notre studio. Merci aussi à Abdoulaye Diallo, écrivain artiste, et aussi avec beaucoup de clairvoyance, qui a expliqué ce qui doit se faire dans ce pays. Merci à Amadissi qui est à la technique. Bon dimanche à tous.